Coucou, c'est Mimi. Salut, c'est Fab, parce que j'ai décidé de changer. Le mec. Et bienvenue dans The Boys Club. Bravo, tu n'as pas crié. Pas trop. Je m'excuse d'avance si j'ai une voix un peu pétée pendant cet épisode car j'ai la crève. Non, ça va, ça s'entend pas. Allez, très bien, hop. ça ne s'entend pas. Voilà. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité et tous les 15 jours, avec Fab, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, nous sommes avec Benji. Bonjour. Benji. Benjamin de On peut son dire nom civil. Benji, Benj, Ben. Benito, on m'appelle aussi. Mes potes d'enfance m'appellent Benito. Il n'y a pas de raison spécifique. D'accord. Benito, j'aime bien. Juste pas Benjam, parce que c'est vraiment Benjam Préjean. Et ça, j'avoue que ça me faisait rire beaucoup parce que tout le monde pensait être le premier. Mais voilà. Et Benji, très bien. Benji, On parle c'est pas le nom d'un vieux chien dans les années 80, je pense. Mais du coup, moi, j'ai pas la rêve. Donc je pense que tous mes potes n'avaient pas la rêve. Donc j'ai pas eu droit à ça. J'ai eu droit Ok. à Ben Lamalice. Qui Comme est déjà Denis qui est Lamalice. vieux en plus. Hein. Ben Lamalice. Non, Qui c'est était à- Denis, la malice. Ah bon? Bah alors tout le monde m'appelait Ben Lamalice. Bah du coup, ça n'a aucun sens. Je Non. pense que tes potes sont dyslexiques. Oh merde. Ok, Ils ont bah, du mal avec je les vais me consonnes. renseigner là-dessus alors. C'était pas bien. le petit blond? Mais Bah, si, c'est Denis. c'est Denis. Oh, c'est fou. Denis. Et je l'apprends à 26 ans. Ah mon N'hésite dieu. pas à écrire à J'aurais tous pu tes avoir- potes pour dire vous êtes cons. J'aurais pu avoir tellement de réparties à cette époque du coup si je le savais. C'était un dessin animé. Oui, c'était une petite terreur. Voilà. C'était un livre avant ça. Mais c'est triste, hein, vraiment. Quoi? Tu découvres ça. Écoutez, parlons de ça pendant 1 heure. Moi je suis très C'est bien. le thème de ce podcast, Denis Lamalice et son influence sur ta vie en grandissant. Tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux et celles qui ne te connaissent pas, tu es Benji alias Benjamin de la chaîne Vous êtes vraiment sympa. C'est ça. Vous êtes vraiment Vraiment sympa. Merci. Un jingle à la bouche par Fabrice Florent. Voilà. Et donc, bienvenue dans The Boys Club, je suis très contente de t'avoir, Merci. puisque environ depuis que j'ai eu l'idée de The Boys Club, diverses personnes de type Louise de Mademoiselle ou Marion Seclin m'ont dit « Faut que t'aies Benji, il est trop bien !» Donc, c'est chose faite. Elles ont vraiment dit Benji ou elles ont dit Ben la malice? On sait pas. Et je pense qu'elles ne sont pas dyslexiques, donc elles ont dit Benji. Mais écoutez, moi je suis très content de venir et je pense que toi tu te faisais beaucoup harceler pour que je vienne et moi je me faisais beaucoup harceler aussi pour venir. Donc sur mes vidéos je recevais beaucoup de commentaires de gens qui disaient il faut que tu fasses un boys club et moi j'étais là je ne sais pas ce que c'est, expliquez-moi. Et après j'ai découvert, je me suis dit mais oui c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Et Donc, je comme suis les très content étoiles d'être se sont alignées, tu es là. Exactement. Je suis ravie. Alors commençons, Benji. Oui. Ça veut dire quoi pour toi être un homme? Yes, on passait un bon moment jusqu'à maintenant. Et... C'est déjà J'aime tellement cette question, j'en changerai jamais. Je rêverais de balancer tu sais, une réponse et genre tout le monde fasse ok. Bah ouais en fait. C'était l'invité qui a enfin répondu à ce truc là. Non, mais mais évidemment que non. Bah oui. Vous m'auriez posé cette question là quand j'avais 15-16 ans, j'aurais dit bah j'ai une tub en fait. C'est voilà. Quelle question bizarre. Évidemment aujourd'hui je me rends compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi je me suis jamais posé de questions sur est-ce que en gros je suis né avec le bon corps, etc. J'ai jamais eu de questionnement là-dessus. Donc pour moi, quand j'ai grandi, je me suis jamais dit ok je suis autre chose qu'un homme. Par contre, tout ce qui est rattaché à la virilité de l'homme, c'est des choses auxquelles j'ai fait face très tôt et où très tôt vers 6-7 ans, mais je pense qu'on va en parler hein, de toute façon. Non, on va Ouais. teaser et C'est on va ça. jamais en parler. On fera un épisode 2. C'est des choses auxquelles je me suis très vite confronté et auxquelles très vite j'ai eu beaucoup de recul là-dessus. Je me suis dit, waouh, ok, c'est ça être un homme, j'ai pas envie. Sans pour autant me dire, je suis une femme. Mais voilà, des choses auxquelles, en termes de ce qu'on attend dans la société d'un homme, je me suis beaucoup remis en question là-dessus très très tôt. Donc je me suis construit un peu à côté de ce truc-là. Mais donc c'était bof cool pour toi parce que tu disais qu'on passait un bon moment jusqu'à ce que Mimi te pose la question, j'imagine. C'était pas je spécialement rigole positif. je rigole parce qu'évidemment c'est vraiment la question qui est hyper complexe. Moi je commence à m'intéresser un petit peu justement à toutes ces questions de genre, etc. Qui finalement en fait étaient des questionnements qu'on avait très peu quand on était gamin. Et qui en fait aujourd'hui m'éclaire sur plein de choses en fait, et vu que je suis assez curieux, bah, évidemment ça m'intéresse. Mais oui, en fait c'est assez étrange parce que moi je me suis jamais trop... Il y a plein de moments de ma vie que j'ai complètement zappé en fait dans mon enfance, qui ont été des mini traumatismes que vraiment je me suis dit ok, mon cerveau oublie complètement. Et en fait c'est un travail que je fais depuis 1 an et demi. Alors pas je me dis pas je vais remettre en question ma masculinité, je vais essayer de revenir un peu sur mon enfance, etc. Mais c'est un travail que je fais quand même malgré tout. Tout seul ? Tout seul, ouais. Tout seul parce que j'ai des choses qui reviennent. Il y a quelques mois
je suis tombé, donc j'étais chez mes grands-parents, il y avait ma mère qui était là, et en fait, ils ont ressorti des cassettes VHS de mon enfance, etc. Et en fait, je me suis mis à pleurer devant des vidéos parce qu'en fait, ça m'a remis face à des périodes où je me disais « Ah mais non, mais attends, ça, je l'avais oublié ». Et en fait, tu te rends compte que ton cerveau n'oublie rien et garde tout en veille. Et je me suis dit « Bon, bah à 26 ans, il est peut-être temps que je ressorte tout ça pour pas que ça ressorte à 50 balais et que ce soit puissance 1000 et que là, je suis en mode « Non, pourquoi la vie ?» Mais alors, tu fais comment si tu fais tout seul? Bah, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Je suis très communicatif, ça vient de ma mère qui parle énormément. Et donc ça, c'est un truc que j'ai fait très très régulièrement. Ce qui est marrant parce que du coup, on va peut-être en reparler un petit peu après, mais j'ai un truc qui est très paradoxal entre ma construction personnelle de choses dont j'avais pas le choix et en même temps, à contrario, la place de mon père aussi, qui ont eu deux choses assez... où du coup ça m'a pas inculqué les mêmes choses, ce qui fait que je peux être très paradoxal aussi à mon rapport à la masculinité. C'est-à-dire que je suis très communicatif, j'ai absolument pas peur de parler de mes sentiments, etc. Par contre, j'ai très peur de pleurer devant les gens. Oh, Mimi, on est reparti pour un épisode de psy, j'ai l'impression. L'épisode thérapie. Le mec, il est rentré Mes direct. préférés. Ah oui. Et on n'est pas là pour faire de la langue de bois, hein. Moi je balance tout. Et donc, tu vois pas de psy? J'ai vu des psys quand j'étais plus jeune, mais plus parce que je crois que j'ai fait très peur à mes parents à très vite remettre en question le sens de la vie, très tôt, vers 7 ans. Et mes parents ont toujours été très à l'écoute de ça, et en gros, voilà, je suis allé voir des psys plus parce que du coup, je remettais beaucoup ça en question très tôt, où je me posais la question du sens, de pourquoi on était là, de ce que moi j'allais faire, etc. Mais j'ai pas, je crois que la dernière fois que j'ai vu un psy, c'était... quand j'avais 14 ans et que j'étais un peu en rébellion, etc. Et je crois que les derniers échanges que j'ai eu avec un psy, c'est faudrait faire un test de QI, etc. Et en gros, moi, ça m'a rentré dans un truc un peu marginal à cette époque-là, où je me disais non, moi je suis comme les autres, etc. Et donc en gros, j'ai fait un rejet là-dessus. Et après, en gros, je pense que j'ai fait un travail sur moi plus derrière, en discutant beaucoup avec plein de gens, de mon entourage, etc. quoi. Mais après, je dis pas que je verrai pas de psy, hein. Peut-être qu'à un moment, je me dirais ok, là c'est le moment. Parce que du coup, le test, c'était pour savoir si t'es HQI, j'imagine. Ouais, c'est ça. En gros, j'ai fait des débuts de test et ma psy à l'époque m'avait dit bon bah là très clairement vous avez un QI au-dessus de la moyenne, mais il faudrait faire d'autres tests pour avoir un vrai score entre guillemets, faut savoir exactement, aller un peu plus loin là-dessus. Et j'avais un truc d'hypersensibilité et d'hyperempathie. C'est-à-dire Comme beaucoup de personnes HQI. ouais, exactement. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, c'était très vénère. Quelqu'un qui était malade, ça pouvait me rendre moi-même malade en fait. Je ressentais tellement ce qu'avait la personne que ça me rendait malade. Et ça, c'est fou, mais j'ai un souvenir très précis de quand ça s'est déclenché. J'ai l'impression d'être un peu Spider-Man, c'est quand il s'est fait mordre et d'un coup, le pouvoir est arrivé. C'était en primaire, j'étais en CE1, et il y a, genre, dans la cour de récré, il y a une gamine qui passait et genre qui a fait tomber ses gâteaux par terre. Et genre en fait juste cette scène là, mais c'est fou parce que je me rappelle encore alors que c'est une scène hyper anodine, ça m'a créé un choc qui était énorme et j'ai ressenti vraiment une douleur énorme et j'ai l'impression qu'à partir de là, soit à partir de là j'ai vulgarisé le truc et je me suis rendu compte, soit ça a été vraiment un déclencheur qui derrière m'a suivi toute ma vie quoi. Alors après évidemment j'ai appris à vivre avec parce que j'ai bossé quand même en agence dans la com marketing. À diriger une équipe, à voilà, faire des choses où tu peux pas être hyper empathique, ou en tout cas tu peux pas être hyper empathique. Tu peux être empathique, mais il y a un moment, il faut aussi te protéger des autres et toi-même. Donc j'ai appris à vivre avec et en faire plus une force. Aujourd'hui, je fais des interviews bienveillantes entre guillemets, même si le mot peut être un peu galvaudé, on sait plus trop ce que ça veut dire. Mais en tout cas, voilà, je m'intéresse vraiment au parcours des gens et en tout cas, j'ai l'impression que ce qui ressort, en tout cas, c'est cool parce que les retours que j'ai, c'est qu'on sent que je m'intéresse vraiment en fait aux gens que j'interviewe. Et ça, je pense que mon empathie est un truc qui fait que je me force pas en fait, que ça m'intéresse vraiment ce que disent les gens. Donc ça, j'ai appris à vivre avec. Et comment t'as fait pour te protéger du revers de la médaille qui est que tu peux rentrer en empathie avec les gens et c'est cool, mais parfois tu subis le fait d'être en empathie avec les gens. Ça a été hyper compliqué. Je pense que ça s'est clairement fait sur la durée en fait. Alors moi ce qu'il faut savoir, parce que je disais que j'avais un truc un peu paradoxal entre mon parcours perso et du coup la place de mon père aussi, c'est que moi du coup vers
6 ans. Vers 6 ans, on s'est rendu compte que ma croissance était en train de chuter. Donc en gros, je commençais à être très en dessous de la moyenne. Évidemment, on le voyait. Mais en gros, c'était la question de ok, on va commencer à faire un suivi pour voir s'il ne faut pas faire un traitement hormonal. On était vraiment sur l'époque, deuxième génération des traitements hormonaux. La génération d'avant, on prenait ça sur des cadavres et des bovins et on se rendait compte que c'était un peu bof pour la santé. Et là, c'était vraiment les débuts de l'hormone de synthèse, etc. Donc évidemment, des traitements, j'ai fait une batterie de tests pendant 3 ans, on va dire, à l'hôpital, à base de, tu passes 2 jours avec une perf dans le bras et on te prend du sang très régulièrement, donc très 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 sympa. Et vers 8 ans, en gros, on a trouvé le bon diagnostic, ils m'ont trouvé le bon traitement et j'ai fait un traitement après pendant 10 ans pour faire fonctionner mon hormone de croissance normalement en fait. Mais ce qui veut dire que jusqu'à aujourd'hui, je fais 1m69, donc ça va, on s'en sort bien. Mais je faisais au moins 10-15 cm de moins que tous les autres mecs au minimum durant toute mon enfance et même encore au lycée, j'étais plus petit que tout le monde, quoi. Ça, c'est des trucs que j'ai beaucoup essayé d'oublier vers 7-8 ans, parce que ça a été la partie la plus compliquée, parce que c'est vraiment la période où les mecs commencent à se dire hey, je suis un bonhomme, hey, il faut que j'assume ma virilité auprès des mecs, mais aussi auprès des filles. Donc comment t'assumes ta virilité? T'assumes aussi d'être un gros guerrier face à des gens qui sont plus faibles. Donc évidemment, bonjour, qui étaient beaucoup plus faibles et ne pouvaient pas se défendre physiquement, c'était moi. Donc la violence physique, verbale, morale, etc., je l'ai beaucoup vécu à cette époque-là. Et ça, c'est des choses que j'ai complètement zappées. Genre, mon cerveau a dit non, ça n'a jamais existé, protège-toi. Qui sont sortis un peu plus tard. Je pense que ça m'a fait même du bien de le ressortir avec quand même un peu de recul. Je pense que ça a été moins douloureux. Mais en tout cas, voilà, très vite, je me suis rendu compte que ok, physiquement, je fais pas le poids. Maintenant, comment je fais pour me développer quand même et pas me renfermer sur moi? Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont formidables là-dessus, d'avoir un entourage qui a été vraiment à l'écoute aussi, et que à aucun moment je me suis senti seul. Et que malgré tout, même si les mecs étaient très durs avec moi, les filles ne l'étaient pas. Donc j'étais pas genre l'exclu de l'école, quoi. Donc j'ai pas ressenti ce truc-là. J'étais toujours très apprécié de tout le monde, etc. Et très vite, je suis devenu un peu le mec qui avait de la répartie, le mec qui était drôle, voilà. Donc là-dessus, j'ai très vite développé ces trucs-là qui ont fait que socialement, j'ai jamais eu de soucis plus que ça. Mais par contre, j'ai tout de suite rejeté tous les trucs de virilité, de guerrier protecteur. Je faisais jamais de sport. Pourtant, j'étais pas spécialement mauvais en sport, mais je me mettais la limite moi-même parce qu'on me montrait que j'étais plus petit que les autres, donc que physiquement j'allais pas tenir la route, que j'allais pas être bon en foot, que j'allais pas pouvoir courir, que j'allais pas pouvoir faire tout ça. Donc en gros, très vite, moi aussi, je me suis mis des limites en mode si vous pensez que c'est pas pour moi, en fait, ok, moi, ça m'intéresse pas, quoi. Mais c'est un truc que t'aurais aimé avoir quand t'étais plus jeune? Parce que c'est un peu le Graal des petits garçons, quoi, tu vois. Et je sais que quand physiquement tu peux pas suivre, t'as plutôt tendance à rejeter, mais est-ce que c'est un truc que t'aurais aimé, dans lequel t'aurais aimé rentrer? Ouais, parce que je pense que quand j'étais gamin, les sports co me plaisaient beaucoup. Les trucs un peu en mode solo me plaisaient pas forcément. Je pense qu'en fait, tout est lié, en fait. À chaque fois, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était que pour rencontrer des gens aussi, être entouré, etc. Mais ouais, si, je pense que ça m'aurait plu. Et d'ailleurs, je fais toujours un peu je fais de la pétanque régulièrement. Tu veux dire que t'envoies des boules de pétanque à la gueule d'autres mecs, c'est ça? Absolument, absolument. Enflammé. C'est ça, être un guerrier. Mais j'avoue qu'en fait, j'en sais rien, tu vois. J'en sais rien parce que très tôt, je me suis construit comme ça. Donc en fait, dans ma tête, c'était ok, le sport, c'est pas un truc pour moi. Et très vite, j'ai fait des trucs de meuf, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire que tous les mercredis après-midi, j'étais dans un atelier de bricolage où je faisais du do-it-yourself avec que des meufs. Et ça me plaisait de ouf. On faisait vraiment on fabriquait. Dis pas bricolage, s'il te plaît. Hein. Dis do it yourself, s'il te plaît. Le bricolage, c'est pour les bonhommes. Le do it yourself, c'est pour les meufs sur Pinterest. Tu coupes des planches et tout avec une scie. Tu vois, le bricolage, c'est ça, quoi. C'est vrai. Je dis bricolage parce que ça s'appelait vraiment bricolage à l'époque. C'était vraiment un atelier bricolage. Mais bon, parce que do it yourself se disait très peu, en fait. Oui, c'est vrai. Mais c'était ça. C'était vraiment un truc de on construit des choses en mode déco, etc. Et ça me plaisait vraiment de ouf. Et j'étais le seul mec. Et on était, je sais pas, une quarantaine, un truc comme ça. Et à aucun moment je me suis posé la question, tu vois. En parallèle, je faisais du théâtre, je faisais beaucoup d'impro, j'étais dans une troupe où là il y avait des mecs, mais il y avait aussi beaucoup de filles. Je faisais beaucoup de dessins. Je faisais vraiment pas des trucs de bonhomme, et en même temps, on m'a jamais fait ressentir que ce que je faisais c'était pas un truc de mec, tu vois.
Autant dans ma famille qu'autour de moi, quoi. Personne m'a jamais dit oh c'est bizarre quand même. Tu vois, j'étais pas Billy Elliot, quoi. Pas du tout Billy Elliot. Mais Billy. C'est Billy Elliot. Billy Elliot, c'est Il Billy fait Elliot. de la danse classique. On l'avait tous, je pense. C'est vrai. Oui. C'est bon. Cool. Et du coup, c'est quoi cette histoire avec ton père? Mon père. C'est vrai qu'il a teasé. Bah oui, et après il dit non, dans ma famille tout va bien, super parents, hyper soutenus, donc je suis là. Que s'est-il passé? Mon père a été un exemple toute ma vie du mec qui a réussi sa vie, etc. Mon père a fait une école d'ingé, il gagnait très très bien sa vie, chef d'entreprise, protecteur de la famille, etc. Et du coup, je me suis construit avec ça. J'ai compris les failles de mon père beaucoup plus tard. Et mon père est quelqu'un qui, je pense, n'a pas eu une éducation très démonstrative. On lui a jamais dit je t'aime, on lui a... Il était comme tous les darons environ, c'est ça. C'est ça. Non, mais alors moi c'est marrant parce que du coup je me suis beaucoup calqué aussi sur des exemples de potes qui avaient des darons qui étaient beaucoup plus expressifs et où je me rappelle quand j'étais gamin, je me disais, en repas de famille chez d'autres potes, j'étais là, je me disais putain c'est bizarre, son père il parle beaucoup et tout, il parle, il exprime ses sentiments, j'étais en mode c'est cool en fait, c'est cool. Mais sans remettre en question mon père en lui-même, tu vois, parce que mon père c'est mon père et à aucun moment je me suis dit j'aimerais bien changer de père. Mais oui, il n'était pas vraiment dans cette éducation. Je t'ai coupé, pardon, mais il n'était pas vraiment dans cette éducation très, très communicative, on va dire. Pas du très tout. taiseux. Et d'ailleurs, il n'était pas à l'aise en fait. Après coup, je me rends compte, et tu vois, c'est à 26 ans, ça doit faire 2 ans que je parle vraiment avec mon père. Mais quand je dis que je parle vraiment, c'est-à-dire qu'on parle du boulot. Mes parents. Pas de vos émotions, quoi, c'est ça. Pas du tout. Mes parents ont divorcé il y a 3 ans. Je n'ai jamais entendu mon père dire le mot divorce. On n'en a jamais parlé. Tous les problèmes de couple à la limite je connais pas évidemment les problèmes de couple de mes parents qui me concernent pas, mais tous les problèmes de couple qui impactaient en tout cas la famille, ça a toujours été ma mère qui m'en a beaucoup parlé. Mon père n'a jamais abordé les sujets, etc., quoi. Donc très vite, très tôt, j'ai quand même remis en question ce truc-là. J'ai jamais vu mon père pleurer, j'ai jamais vu mon père avoir des émotions plus que ça. Et c'est marrant parce que mon père remet tout ça en question aujourd'hui à 50 ans en fait. Et il se rend compte des erreurs entre guillemets qu'il a pu faire ou voilà. Donc il commence un peu à remettre tout ça en question, mais par contre dans notre relation on est très loin. C'est pour ça que c'était hyper paradoxal parce que d'un côté j'avais ce truc là où je me disais ouais les mecs franchement je me retrouve pas du tout dans ces trucs de virilité, c'est vraiment pas pour moi et en fait j'en souffrais pas spécialement parce que je me disais ok je peux quand même être considéré comme un mec sans pour autant participer à toutes vos activités-là. Et chez moi, j'avais quand même un père qui nourrissait la famille, qui parlait très peu, qui avait vraiment ce truc de virilité, en fait. Il est costaud, ton père? Qui a fait de la muscu pendant un moment et qui est très... Alors moi, j'ai hérité de ce truc-là, pas de la muscu, hein. Pour ceux qui ne savent pas, je suis petit et frêle, mais j'ai pas hérité de ce truc-là, mais j'ai hérité de ce truc d'excès dans tout. Et mon père, en fait, est très excessif dans tout. Et quand il s'est mis à faire de la muscu, il s'est éclaté le corps complet, mais parce que voilà, il fallait qu'il soit. Et je pense qu'il y avait un peu ce truc-là aussi, tu vois. On en a jamais parlé, évidemment, parce que attends, déjà qu'on parlait pas des trucs de base, donc je vais pas dire papa, tu fais pas de la muscu pour des histoires de virilité. Ouais. Pardon. C'est l'occasion jamais de. C'est vrai. Mais t'as jamais essayé, toi, d'aborder, par exemple, de lui dire comment tu vis le divorce ou tu vois, de le forcer un peu à sortir de sa coquille, surtout que tu dis que lui-même il est en train, donc il y a un pas positif, un pas dans la bonne direction. Carrément, non, on l'a jamais abordé. En fait, moi je me rends compte que j'ai un truc avec les autres, c'est que plus on me donne, plus je donne aussi. C'est-à-dire que les gens qui sont très ouverts et qui parlent beaucoup, j'arrive à être très ouvert aussi avec eux. C'est pour ça qu'avec ma mère, j'arrive à beaucoup parler. Et encore qu'on se dit pas tout, mais j'arrive quand même à beaucoup parler. Et que du coup, j'ai un petit frère qui a 22 ans et qui est exactement comme mon père. C'est-à-dire qu'il ne parle pas. Et j'ai exactement la même relation avec lui que j'ai avec mon père. C'est-à-dire que je ne sais pas lui parler. Je suis en mode je ne sais pas quoi te dire. Et toute marque d'affection serait très bizarre. Alors qu'en fait, j'aime autant mon père que mon frère. Je l'aurais jamais dit. Mais non, du coup on n'en a pas parlé parce que en fait j'ai l'impression qu'on n'a pas assez de recul et qu'en fait on s'est tellement construit dans cette relation là avec mon père qu'à 26 ans je sais même pas comment l'amener en fait, tu vois. Peut-être qu'il va écouter ce podcast et qu'il va me dire viens on parle. J'espère, peut-être que tu vas lui envoyer.
en lui Oui, disant, bah, écoute ça. carrément. Il suit tout ce que je fais. À côté de ça, il suit vraiment tout ce que je fais. Il me soutient, il partage mes vidéos, etc. Donc, tu vois, il y a quand même un truc d'amour en fait qui existe. On le sait, tu vois. Moi aujourd'hui, voilà, pour sa boîte, je fais de la vidéo, je fais des trucs. Voilà. Tout passe un peu par le soutien professionnel en fait aujourd'hui. C'est marrant, mais parce que toute sa vie, il l'a voué au monde pro en fait. Donc c'était ça aussi. Donc on se fait des marques d'affection, mais qui sont pas de l'ordre privé. Ça passe toujours par le pro en fait. Et c'est quoi ta relation, on va dire, au mec en général? Parce que donc, t'as eu une relation conflictuelle puisqu'il bolossait parce que t'étais petit. T'as ton père et ton frère qui parlent pas. C'est quoi ta relation aux mecs dans leur ensemble? Alors moi j'ai toujours été très proche des filles, mais pour autant j'étais très proche des mecs aussi. C'est-à-dire que j'avais quand même une bande de potes mecs au collège, primaire collège. Donc là-dessus j'étais pas le mec qui traîne qu'avec des filles quoi. Donc je me suis toujours entendu avec tout le monde et d'ailleurs j'ai jamais fait trop de différence là-dessus en fait. Dans les relations que je pouvais avoir, j'avais pas trop de différenciation de toi t'es un mec, faudrait que je me comporte comme ça, toi t'es une fille, faudrait que je me comporte comme ça. Donc ça j'ai jamais fait trop la diff. Et en fait vu que très tôt je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ai de la répartie, que du coup je compense un peu le fait que je sois plus petit, etc. et que je m'affirme beaucoup plus. En fait très tôt j'ai eu plein de potes et en fait les mecs m'aimaient bien aussi parce que du coup les mecs un peu débiles qui essayaient de me frapper, en fait je désamorçais très vite le truc par la parole et en fait ça se retournait très vite contre eux. Donc très vite en fait les gens m'aimaient bien parce qu'ils savaient aussi qu'il y avait de la répartie et qu'en fait sur certains plans en fait je pouvais les battre entre guillemets quoi. Il y avait un truc, cette espèce de virilité inversée quoi, de se dire ok physiquement tu vas m'éclater mais par contre moi je vais vraiment te mettre cher devant tout le monde quoi. Donc en gros j'étais très pote avec plein de mecs qui m'estimaient aussi autant que je les estimais et encore aujourd'hui tu vois j'ai plein de potes d'enfance qui sont des mecs en fait. C'est eux qui t'appellent Ben la Malice? Qui m'appellent plus Benito maintenant, mais ouais Ben la Malice c'était eux aussi je crois. Est-ce que tu penses qu'ils t'appellent Benito parce que t'es petit? Non, je crois que c'était vraiment l'intonation mexicaine qui les faisait rire. Je sais même plus de quoi c'est parti. Je crois que je devais manger des pépitos. Enfin, vraiment, histoire nulle. Hein. Je la raconte là, mais ça n'a aucun sens. Mais non, je crois qu'il n'y a pas de symbolique derrière particulière. Et avec les filles, du coup, t'avais des potes filles, mais en termes de romance et de sexualité et tout ça, ça s'est passé comment avec les filles? Eh bah, la première copine que j'ai eue, c'était en moyenne section. On se disait déjà je t'aime, on se faisait des bisous et tout. Ça me paraît ouf en fait d'y penser maintenant, parce que je sais pas comment j'ai eu cette construction là en fait aussi jeune du couple, de me dire ça se passe comme ça, trop cool. Et en fait c'est marrant parce que du coup en y réfléchissant bien, j'ai jamais eu de mal à plaire aux filles, mais moi par contre je me mettais des barrières énormes. C'est-à-dire que quand j'étais vraiment gamin, je partais du principe que non en fait tu vois j'étais quand même plus petit que les autres, je comprenais pas pourquoi des filles qui étaient même plus grandes que moi pouvaient être attirées par moi alors que t'avais quand même des mecs qui étaient très forts en foot, qui étaient grands, qui étaient baraques, etc. qui étaient quand même eux c'était des mecs quoi, donc c'était cool. Donc non moi ça a été plus compliqué et paradoxalement ça m'a pas du tout empêché d'avoir des copines tout le long de mon enfance. J'ai pas eu une espèce de frustration, enfin j'ai pas eu un truc de découverte, tu vois, à 17-18 ans de ce qu'était qu'être en couple ou tu vois ou d'avoir une copine, etc. Non, là-dessus j'ai pas eu trop de soucis. Par contre j'ai mis plus de temps à accepter de plaire à des filles où je mettais une hiérarchie en me disant attends cette fille-là elle est quand même hyper canon, c'est pas possible qu'elle s'intéresse à moi, tu vois. Ça fait très peu de temps que je commence à me dire ok c'est possible. Du coup, avant, tu sortais avec des filles que tu trouvais pas trop canon pour toi? C'est une bonne question. C'est horrible comme question, mais c'est une très bonne question. Je me suis jamais posé la question. Non, je me suis pas mis de... Non. Par contre, je sortais toujours avec des filles qui me plaisaient, mais par contre, ça m'est déjà arrivé de ne pas sortir avec une fille parce que j'estimais qu'elle était trop bien pour moi. Et tu lui as dit que c'était pour ça? Non, parce que ça m'est arrivé dans des périodes collège et lycée. Après, c'est pas trop arrivé sur mes années supérieures et puis encore aujourd'hui, c'est beaucoup moins parce que ça correspondait aussi à des périodes où j'ai pris plus confiance en moi et où je me suis dit ah oui mais en fait il y a peut-être pas que le physique non plus, tu vois, peut-être qu'en fait je plais aux filles parce que je dégage un autre truc en fait qu'elles peuvent rechercher aussi. Oui et puis enfin, t'es quand même un joli garçon, quoi, tu vois. T'as pas un physique... Y a pas besoin de faire 1m90 et d'être une montagne de muscles
pour avoir un physique qui plaît à une partie des filles. Bien sûr, mais Mais on t'apprend pas ça, c'est-à-dire que dans, Oui, je dans sais tous les bien. teen movies, les mecs populaires, c'est les quarterbacks, quoi. Tu vois. Oui, mais c'est jamais les Exactement. héros des teen movies. Les teen movies, c'est quand même beaucoup l'underdog, le mec pas trop populaire, mais qui a de la répartie et qui est intelligent, qui roule sur le quarterback débile, comme tu disais, parce qu'il a que des muscles et rien dans la tête. Mais les teen movies, c'est plutôt pour les meufs, j'ai l'impression. c'est vrai que t'avais un peu cette image des quarterbacks, tu vois, qui passent dans le couloir avec la musique ta-na-na-na, et genre les filles qui sont à leur casier qui se retournent, qui font oh mon dieu, il est tellement beau. Et moi j'ai jamais eu ce truc-là, tu vois. J'ai pas ce truc de. Alors que j'ai certains potes qui ont cette espèce de beauté et ce truc, tu vois, qui fait que ils n'ont pas besoin de parler et que je vois bien quand on rentre dans une pièce, c'est bonjour. Moi j'ai besoin de parler quand même avant que les gens se disent ah ok, il y a peut-être un truc. Ce qui me dérangeait beaucoup quand j'étais gamin, parce que j'étais en mode bah non mais vas-y, moi aussi je veux que on se dise ouais il est beau gosse, etc. Et en fait aujourd'hui je me dis c'est encore plus cool parce que je vois que mes potes qui sont les plus beaux aujourd'hui, dédicace à eux, c'est pas forcément ceux qui ont développé le plus de trucs derrière, parce que du coup ils avaient besoin de faire moins d'efforts en fait. Il y en a beaucoup qui se sont posés beaucoup moins de questions sur eux-mêmes, qui ont développé moins de choses en fait, qui ont moins de répartie, moins de choses comme ça. Alors que moi j'ai l'impression d'avoir développé d'autres trucs en parallèle qui me servent aussi dans la vie d'ailleurs, mais qui me servent aussi dans la drague en fait. C'est un peu ce que Roman Fressinet disait. Il disait heureusement que je suis pas très beau parce que sinon je serais pas drôle, quoi. Mais franchement, c'est fou parce que alors, hier j'ai sorti une vidéo avec Davy Mourier où on parle de la taille et il m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit je pense que je serais jamais allé vers l'humour si j'étais pas plus petit que les autres. Et moi je pense que c'est exactement pareil. Alors moi je ressens pas de frustration, tu vois. J'ai pas eu l'impression de m'être dit ah il faut que je fasse un effort et que je compense. J'ai l'impression que tout s'est fait assez naturellement, mais je pense qu'il y a une espèce d'instinct de survie de toute façon qui se met en place et qui fait que je me suis dit, ok, pour survivre, il faut que je sois drôle, il faut que j'ai de la répartie, il faut que je m'intéresse aux gens, etc. J'ai pas eu l'impression de me dire de moi-même allez je me force maintenant. Ce soir, j'écris des blagues. Donc c'était pas ça du tout. Tu vois, j'ai pas fait un entraînement pour devenir un autre mec. Je pense que c'était des trucs qui étaient en moi et après ça s'est plus développé parce que voilà, ce truc est arrivé quoi. Est-ce que tu es ou tu as été sur des applis de rencontres, genre Tinder et tout? Alors je l'ai fait un peu. J'étais un peu sur Tinder, mais en fait ça me saoule vraiment parce que je pense que c'est vraiment pas un truc pour moi. Déjà de base parce que j'ai l'impression que les gens me sont intéressés par moi pour les mauvaises raisons, parce que ça veut dire qu'il y a un truc qui est juste physique de base. Et que du coup, c'est marrant, mais j'ai très peur de la déception aussi. J'ai très peur que, genre, ils disent ah, il est cool sur les photos, et qu'en me rencontrant, ils disent bah, il est quand même moins beau. J'ai encore ce truc-là aujourd'hui, je me rends compte. Donc ça me plaît pas, et je crois que je suis encore hyper attaché à ce truc de rencontre cool, tu vois, du contexte, de me dire ah, on s'est quand même rencontrés comme ça, c'était cool, et que je me sens plus dans mon élément dans la vie réelle, en fait. Je me sens mieux à discuter avec des gens et à ce qu'ils voient vraiment ce que je peux dégager par rapport à juste ce que je peux dégager en photo en fait. Donc ça me plaît moyennement et donc ça c'est par rapport à moi et je me rends compte que de plus en plus je suis aussi attaché à ça chez les filles, là où je pense que primaire, collège, lycée j'étais très attaché au physique. Je me rends compte aujourd'hui que je suis beaucoup plus attaché aussi. Je l'étais un peu avant, mais je le vulgarisais moins. En tout cas, j'avais peut-être plus honte de ça vis-à-vis des autres mecs. Mais je m'intéresse beaucoup. La part de ce que dégage une fille m'intéresse beaucoup plus que son physique au départ. Et il y a des meufs qui me paraissent hyper canon, alors qu'elles ne me le paraissaient pas au tout départ, juste en échangeant avec elles. Et ça, c'est un truc que je retrouve pas sur des applis de rencontre, en fait. Je te posais la question parce que je sais que c'est un des endroits où il y a des filles qui indiquent comme critère une taille minimum pour les mecs, ce qui n'existe pas de l'autre côté puisqu'on attend d'un mec qui soit plus grand que la fille avec qui il est. Donc je me demandais si ça t'était arrivé de te retrouver confronté à 1m75 minimum et toi t'es là, ok, du coup non. Oui, bien sûr. Et là je fais nope. Ok, j'ai compris le message. Donc ça aussi c'est des trucs cons, hein, mais ça veut dire qu'en fait tu te fermes sur un critère où ça se trouve on se serait rencontrés dans un bar assis et on se serait dit ah putain c'est trop cool. Alors peut-être qu'il y aurait eu ce moment de malaise au moment de se faire la bise de salut, ah bon. Ah ça va pas plus haut. C'est ça, mais au moins on se serait dit ouais il y a quand même un truc, il y a un truc qui se passe, tu vois. Il y a un couple que j'aime beaucoup, que je connais pas du tout, hein, mais que j'aime beaucoup là-dessus, c'est Sylvain Kimène et Daphné Burki. Et pour moi c'est ouf, mais c'est genre le couple qui est trop stylé, tu vois.
qui fait vraiment couple stylé et qui donne foi. Alors en plus de l'extérieur, ils font couple en plus qui est hyper uni, où ça se passe très bien et tout. Mais vraiment, où ne serait-ce que sur les photos, tu dis ah putain, elle est plus grande que lui, mais en fait, il est trop stylé le couple. Daphne Burki qui fait un bon 1m80, 85, je pense vraiment, qui est immense et qui a tendance à mettre des talons. Oui, j'allais dire qu'il n'y a pas peur non plus de Ce qui rajouter l'amène des talons. pas très loin du double mètre. Et Sylvain, je sais pas trop combien il mesure, mais 1m70, 1m75, C'est possible. Et moins de talons. Ouais. T'as déjà été avec des filles plus grandes que toi ? J'ai déjà été avec des filles plus grandes que moi, ouais. Mais pas de beaucoup. J'ai déjà été avec des filles qui faisaient genre 5 cm de plus que moi. Qui fait une petite diff. Souvent, elles mettaient pas de talons d'ailleurs. En général, il y avait un espèce de complexe, tu vois, de se dire bah on va pas en rajouter. Je suis jamais sorti avec une fille, je suis 1m69, je suis jamais sorti avec une fille qui faisait plus d'1m76, on va dire. C'est marrant que tu dises 1m69, pourquoi tu dis pas 1m70 ? Ouais, c'est marrant parce que je crois que j'ai ce truc de dire bah non, je vais pas mentir, je fais pas 1m70, qu'on te le dise, je fais 1m69. Ça change rien. Et si je fais 1m69 le matin, ça veut dire que le soir, en fait, je fais 1m68, 67 peut-être, vu que je me suis tassé. Donc je fais encore moins d'1m70. On se tasse vraiment dans la journée ? Ouais, on se tasse dans la journée, ouais. savais pas. En fait, du coup, j'ai découvert ça justement en mesurant vraiment, matin et soir. genre, on faisait un check Ah oui. tous les jours, matin, soir, etc. Et en fait, moi, je trichais quand j'étais gamin parce que je me mesurais le matin pour me dire ah yes, j'ai encore mieux grandi. Et parce que ouais, en effet, il y a une petite diff le matin et le soir. Et si tu vas chez le médecin et que tu te mesures, et bah selon à l'heure où tu vas, bah, évidemment, tu fais pas exactement la même taille. Mais oui, en soi, je crois qu'en fait, je me demande si on m'a pas repris plusieurs fois quand je disais que je faisais 1m70 et d'autres gens qui disaient bah non, attends, moi aussi je fais 1m70, t'es plus petit. Donc maintenant, je crois que je dis 1m69. Et ça se voit pas. Ça se ressent un peu quand même. Il y a un truc de. Mais alors, si, parce que les gens se collent, tu vois. Ils disent ah viens, on regarde épaule à épaule. Les gens sympas, les gens vraiment sympas. C'est ça. Et donc je crois que j'ai fait pas un complexe, mais ouais, je crois qu'à un moment je me suis dit vas-y. Je crois qu'il y a même un truc de ok, j'assume en fait. Je fais pas 1m70, je fais 1m69 et en fait je m'en fous. Quoi. Ok. À ce J'ai un moment-là, truc un peu pareil. Enfin, c'est Ok. moins pesant pour les filles, mais je fais 1m58 et à un moment je disais je fais 1m60 et j'en ai eu marre d'arrondir et j'étais ah non, en vrai je fais 1m58 et puis Ok. voilà quoi. Et C'est parce c'est que précis. je sais pas combien je fais, je pense, comme taille exactement moi, donc c'est pour ça. C'est bizarre ce truc de 1m69, tu vois. Toi, tu dis à la louche en fait. Ouais, ça, je fais entre 85 et 90, mais je sais pas. En vrai, Tu mesureras le matin. ça pour, dépend déjà de tes chaussures, tu vois, ça Oui. dépend de plein de choses. Donc, les basketteurs, tu sais, en NBA, on les mesure avec les chaussures. Ah ouais. Ah, mais Jordan, c'est il y a faussé, une alors. grande blague là-dessus parce qu'il était mesuré à 1m98 alors qu'en fait il fait sans doute moins d'1m95 et donc c'était une grosse blague parce que c'était mieux de faire 1m98 que de faire 1m95 quand t'es au NBA quoi. Donc il avait clairement des grosses talonnettes. C'est une blague, enfin tu vois, c'est vraiment il y a un truc de taille aussi même chez les très grands quoi, tu vois, les basketteurs qui sont grands, il y a un truc de taille aussi comme ça. Oui. C'était pour revenir à ton traitement. Concrètement, est-ce que ça avait des effets secondaires ? Donc t'as dit qu'il y avait l'aspect relou d'être beaucoup à l'hôpital le temps de trouver les bonnes hormones. Comment ça se passe après de suivre 10 ans un traitement d'hormones de croissance ? Après, en gros, tu as un traitement à base de piqûres. Donc, tu te piques tous les soirs. Tu fais une injection tous les soirs. Et après, de mémoire, tu as des points à l'hôpital où ils te refont une prise de sang. Ils regardent un petit peu l'évolution du truc. Je crois qu'au début, c'est une fois tous les ans. Et après, c'est une fois tous les 3-4 ans, un truc comme ça. Des effets secondaires, il peut y en avoir, plus en termes de fatigue. Après, moi, j'ai pas spécialement eu l'impression d'avoir eu des effets secondaires. Après, c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai vécu toute mon enfance comme ça, donc en fait, j'ai aucun moyen de comparaison. Tu vois, ça se trouve, j'ai été fatigué toute mon enfance et je le sais pas. En tout cas, j'ai pas eu l'impression d'avoir que ça a eu un impact en gros sur mes émotions, sur tout ça, parce que déjà c'était un peu la merde de base. Mais j'ai jamais mal vécu mes émotions. Enfin, si, j'ai déjà mal vécu mes émotions, mais je veux dire, j'ai pas l'impression que ça a accentué le truc. Donc des effets secondaires, j'en ai pas. Je suis en train de me renseigner là, du coup, depuis que j'ai sorti cette vidéo, j'ai plein de gens qui m'ont envoyé des messages avec Davy Mourier où j'en parle un petit peu. J'ai plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire ah moi aussi j'ai fait ce traitement là. Donc j'aurais dit viens on en parle et j'aimerais bien savoir s'il y a des effets secondaires même un peu plus sur le long terme vu qu'on commence à avoir un peu de recul là-dessus.
Mais non, en gros, c'est ça. En fait, le seul truc qui peut être contraignant, c'est que tu es obligé de te piquer tous les soirs. Donc, tu es obligé d'avoir une seringue que tu as au frigo tout le temps. Donc, quand tu vas chez des potes, et bah, t'emmènes ta petite mallette. T'as toujours ce truc-là, quoi. Mais qui est à la limite moins chiant que d'être diabétique, en fait. Hein. Moi, j'ai jamais eu cette sensation de... Enfin, si, évidemment, ça m'a saoulé. Il y a des fois où je me disais, j'ai pas envie de la prendre, etc. Après, ça dure 2 secondes de te piquer, t'es rodé, tu fais le truc, hop, tu sais ce que c'est. Donc le sacrifice n'était pas énorme par rapport à ce que ça a été derrière, en fait. On saura jamais combien je devais faire normalement. Ça se trouve, mon hormone de croissance aurait redémarré après ou pas du tout. Mais en tout cas, voilà, je me dis c'est cool. C'était un sacrifice entre guillemets, ça a été des efforts à faire pour aujourd'hui faire presque 1m70. Et pour aujourd'hui me dire, ok, pour un mec c'est cool, j'en souffre pas du tout aujourd'hui, tu vois. Parce que est-ce qu'il y avait des risques pour ta santé au-delà du caractère esthétique? Bah, c'est une bonne question. Je sais que j'ai pas failli clamser, mais je crois qu'ils ont eu très peur pendant les examens, parce que les examens étaient assez intenses, donc avant de prendre le traitement, et que j'ai fait une espèce de montée de fièvre à base de grosses hallucinations, etc. Et donc moi, j'ai pas trop capté ce qui se passait. C'est ma mère qui était plutôt inquiète. C'était quoi la question déjà ? Est-ce que le fait que ton hormone de croissance ne soit pas déclenchée, c'était un risque pour ta santé, ou est-ce que le traitement c'était à but esthétique, que tu sois pas trop en décalage par rapport aux autres? Parce que je me dis c'est quand même un traitement lourd. Ouais, non, c'est une bonne question, sachant qu'en fait, mais ça c'est même intéressant pour des mecs ou des meufs d'ailleurs qui aujourd'hui sont dans des âges où elles sont en pleine croissance et qu'elles sont en dessous de la moyenne. Faut savoir que c'est possible en fait, que ça existe aujourd'hui et que c'est quand même hyper bien développé, donc il y a très peu de risques et ça peut franchement, si ça aide des gens de faire 10 cm de plus et de se sentir mieux dans leur peau, au contraire, bah faites-le quoi, c'est cool. Le sacrifice c'est pas si énorme que ça. Après, je sais pas. Moi, je suis arrivé à une époque où en fait c'est le début de l'hormone de croissance synthétique, donc c'est-à-dire qu'on n'avait pas de recul dessus. Donc, tout comme je pense que quand on a fait les premiers traitements en hormone de croissance qu'on prenait sur des bovins et des cadavres, je pense que personne n'a dit bon, par contre, peut-être que vous allez mourir tôt. Je pense qu'on leur a dit non, allez, prenez ça, c'est cool. Donc moi, je pense que j'étais encore en phase test, etc. De toute façon, on va se rendre compte que je vais mourir à 40 ans, j'en sais rien. Mais je regarde parce qu'il y a quelques tests qui sortent aujourd'hui avec un peu de recul, où ils prennent des échantillons de gens qui ont fait ce traitement et ils regardent un petit peu ce qui se passe. Ils constatent. Bah alors, ils constatent qu'il y a... Alors, il faut le dire, je suis complètement bourré. Il nous fait un AVC. 11h du matin lundi. Écoutez, je suis normand, j'ai commencé à boire à 9h du matin, il n'y a aucun souci avec ça. Non, c'est faux, évidemment, je suis à l'eau. Ils constatent qu'il y a une mortalité qui est un petit peu... ça avance un peu la mortalité, mais que c'est genre de 1 ou 2 ans. Donc, qui fait pas une diff de fou. Mais aujourd'hui, on sait pas, en fait. On sait vraiment pas. Après, moi, tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir des restes, tu vois, des espèces de trucs de fatigue ou de saut d'humeur ou des choses où je me dis, ça pourrait être le traitement. Donc non, aujourd'hui, tu vois, mon traitement, je l'ai arrêté il y a un petit paquet d'années maintenant et tout va très bien, quoi. Je l'ai arrêté il y a presque 10 ans, d'ailleurs, en fait. Et c'est quoi ton rapport à ton corps en général, maintenant que tu es adulte ? C'est une très bonne question. J'ai eu un rapport avec mon corps qui a été très compliqué. Parce que j'ai eu quand même ce truc de... C'est marrant, mais c'est comme les anciens gros, tu vois, qui ont l'impression d'être encore gros alors qu'ils sont plus gros. Moi, j'ai encore l'impression d'être beaucoup plus petit que tout le monde. Ça commence à aller mieux. Je commence à me dire, ah bah non, en fait, non, ça va. Mais du coup, j'ai beaucoup été dans l'amorce de faire des blagues sur moi, sur ma taille, en mode je désamorce avant que quelqu'un fasse la remarque, alors qu'en fait, personne n'avait remarqué, tu vois. Et je me suis dit, bah non, pourquoi tu dis ça ? Donc ça va beaucoup mieux. J'ai eu beaucoup de complexes par rapport à mon poids aussi, où là ça va mieux parce que j'ai pris quand même quelques kilos, même si je reste quand même assez mince, mais j'ai un métabolisme en fait qui fait que j'ai compris aussi plus tard que j'avais un métabolisme qui faisait que je pouvais manger comme 4 et que je ne grossissais pas. Donc ça, j'ai aussi accepté le truc en mode ok, c'est normal, je n'ai pas un ver solitaire. Donc ça, je l'ai beaucoup accepté. Je commence à prendre du poids aussi, donc c'est cool. C'est marrant parce que tu vois, je suis assez tatoué. Et on pourrait penser que le fait de se tatouer, c'est aussi pour essayer d'assumer un truc de virilité que j'avais pas au départ.
Et bizarrement, j'ai pas du tout des tatouages virils du tout, quoi. C'est-à-dire que j'ai un chapeau de dingo années 90, T'as un petit chat. j'ai une tête de, j'ai 2 petits chats, j'ai une tête de lévrier, j'ai un point américain avec des cœurs à l'intérieur. Donc j'ai même ce truc qui va à l'inverse de tout ça en fait. Et je pense que ça affirme même ce que je suis en fait. Et je me sens beaucoup mieux par rapport à mon corps aujourd'hui. J'ai l'impression d'être dans la meilleure période de ma vie pour l'instant par rapport à ce que ça a été. Et que je me sens vraiment en accord avec ce que je suis autant dans la tête que ce que je suis avec mon corps, quoi. Et donc on peut retrouver tes tatouages, parce que j'en profite, hein, dans un street tattoo sur Mademoiselle, mais c'est peut-être aussi une façon pour toi de te réapproprier ton corps, tout simplement, non ? Plutôt que d'en faire un truc viril, quoi. Ouais. Non, carrément. C'était même un truc de dire, oui, j'affirme des choses qui sont moi, en fait. Donc, ouais, complètement. Et il n'y a pas eu ce truc de... j'ai l'exemple de certaines personnes qui ont des complexes et des mecs qui vont faire beaucoup de muscu et qui vont se réaffirmer sur des tatous qui leur parlent pas forcément et qui leur correspondent pas. Moi, je sais que j'ai des regards dans le métro où j'ai eu des remarques de mecs, des fois, tu vois, qui regardent mes tatous et qui disent... Bon, c'est bizarre quand même. C'est un tatou de meuf, ça, non? Ils sont un peu mal à l'aise. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, ça me plaît même parce que j'ai l'impression que ça les met plus face à un truc avec eux-mêmes où ils sont pas forcément à l'aise. Et globalement, en fait, les gens aiment bien parce que j'assume mes tatous, j'assume mon corps, j'assume ce que je suis. Et je crois qu'il y a pas de... J'ai l'impression que les gens n'ont pas de malaise par rapport à moi parce qu'ils ont l'impression que je suis en accord de toute façon et que tout est logique, en fait. Alors, petit tips pour peut-être les plus jeunes qui nous regardent et qui n'ont pas forcément eu cette habitude-là. En général, quand les gens vous renvoient un truc négatif, c'est qu'ils ont un problème, eux, par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à en jouer. Ça marche toujours très, très bien. Carrément. Et finalement, est-ce que c'est pas être viril que de s'assumer soi-même et de s'en battre les couilles de ce que disent les autres? Carrément. Probablement que si. Avec des petits chats sur les chevilles. C'est vrai. Oui, et en plus, j'ai l'impression que ça plaît aux gens en fait, que les gens qui s'assument, peu importe s'ils s'assument dans un truc hyper viril ou pas du tout en fait. J'ai l'impression que là où ça dérange un peu, mais que ça dérange autant les gens eux-mêmes que les gens autour, c'est aussi les gens qui s'assument pas trop et où tu sens qu'il y a une espèce de malaise de surenchère d'un truc. Je suis pas à l'aise avec ça, donc je vais en faire beaucoup plus en fait qu'il ne faut. Je suis très timide, donc je vais parler très très fort, je vais prendre beaucoup de place et on se dit ah ouais non mais là c'est un peu trop. Des mecs, je suis pas à l'aise avec ma virilité, donc je vais faire beaucoup de muscu et je vais monter un Instagram où je vais me montrer musclé pour montrer que je suis un vrai mec. Je suis intriguée par... Alors je change de sujet, désolé. Je suis intriguée par un truc que t'as dit au début. Je sais pas si c'est pertinent ou pas. C'est quoi cette histoire de prise de tête sur le sens de la vie à 7 ans? Ça m'intrigue. Quelle longue histoire, pas si longue que ça d'ailleurs. Je n'ai aucune idée de comment c'est venu, mais je me suis toujours senti en décalage avec tout le monde. C'est-à-dire que alors aujourd'hui j'ai beaucoup de mal, j'ai une relation très particulière avec les enfants, c'est-à-dire que je les hais. Ah. Moi, c'est clair. Non, je les déteste pas, mais on va dire que j'ai un gros décalage où je sais pas comment me comporter avec des enfants parce que je les trouve débiles et j'ai l'impression qu'ils ont aucune discussion intéressante. Et en fait, ce qui est badant, c'est que cette remarque-là, je l'ai eu toute ma vie en fait, avec les gens de mon âge. Ah oui, ok, t'étais un enfant qui aime pas les enfants. Et donc à 6 ans, mais alors ce qui m'a jamais empêché de me dire ok, je vais quand même discuter de choses et je vais être sociable. Donc j'ai jamais été l'enfant en marge qui me disait ah vous êtes tous des débiles, allez je vais monter un théorème. Parle pas au con. C'est ça. Donc j'ai jamais été vraiment dans ce truc-là à part, mais je me suis toujours senti en décalage des activités des gens, de ce qu'ils pouvaient penser, des débats qu'il y avait, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours été beaucoup plus à l'aise avec des gens plus vieux que moi d'ailleurs. Mais ouais non, le sens de la vie, c'est des choses. Enfin, le sens de la vie, en tout cas le sens de ma vie. Pourquoi je suis là? Et en gros, qu'est-ce que je vais faire dans ce temps imparti en fait? Ça, c'est des choses que je me suis posées très jeune. Évidemment, aujourd'hui c'est cool parce que j'ai ces questionnements-là et j'arrive à en tirer du positif. Évidemment, quand tu te poses ces questions-là, quand t'es pas à l'aise avec ton corps, quand t'es pas à l'aise forcément avec les autres parce qu'on se rend compte que t'es plus petit, etc., que t'es un gamin, hein, t'as 7 ans, donc clairement t'es à l'aise avec rien en fait de la vie. Tu connais rien à la vie non plus. Quand t'es au collège, qu'on essaie de te bolosser un peu parce que t'es plus petit que les autres, et même si t'as plus de répartie, bah, tu te rends compte qu'on te bolosse un peu, que tu te construis, que c'est pas évident.
j'ai pas toujours tiré le meilleur de ça en fait. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs tentatives de suicide, j'ai eu des périodes un peu compliquées, ce pourquoi j'ai vu des psys aussi. Mais par contre, j'ai très vite pris le truc en main. C'est-à-dire que très vite, je me suis mis la barrière de ok, à partir du lycée, on va dire, ok, je sais que j'ai des périodes où je vais vraiment pas bien, mais en fait, c'est passager, c'est normal, c'est des questionnements qui sont normaux. Maintenant, faisons un truc cool, tu vois. Pars à l'étranger, fais un truc qui a du sens pour toi, mets-toi sur un projet qui est cool, redonne du sens en fait, quoi. Donc aujourd'hui, ces questionnements-là, ils sont encore présents, tout comme mon hypersensibilité, mon hyper-empathie sont présents, mais aujourd'hui, j'arrive mieux à les contrôler et mieux à en faire une force en fait, et à me dire, ok, ça fait de moi un individu à part entière et où je peux composer avec tout ça et en tirer un truc cool, quoi. Je te dis ça se trouve dans 5 ans, je serai au bord du gouffre et ma vie est nulle, mais parce que c'est des cycles aussi. Mais là, je suis dans un bon cycle, donc c'est cool. Et t'as jamais été diagnostiqué avec... Enfin, t'as jamais été diagnostiqué avec un truc qui fait que t'as des périodes très down et des périodes où ça va mieux? C'est quand même... En fait, tu dis c'est normal d'avoir des moments où ça va moins, je suis d'accord. C'est pas normal de faire des tentatives de suicide pour la plupart des gens, heureusement. Donc ça a l'air quand même plus sombre, tes périodes sombres, que la moyenne. Ouais, carrément. Alors non, parce que j'ai vu des psys quand ça allait pas, justement, dans ces périodes-là. C'est des périodes qui, aujourd'hui, que je vis beaucoup mieux, tu vois. J'ai quitté mon taf il y a pas si longtemps que ça, tu vois, pour être à fond sur ma chaîne, sur d'autres projets qui me tenaient vraiment à cœur. Je sais que typiquement, ce genre de choix aurait pas été plus compliqué, mais je l'aurais un peu mal vécu. Les remises en question auraient été plus difficiles à une autre époque qu'aujourd'hui. Donc dans ce sens-là, je vis beaucoup mieux ces remises en question, je vis beaucoup mieux tout ça. Mais non, parce qu'en fait, tu vois, dès qu'il fallait être diagnostiqué pour quoi que ce soit, j'ai fui à chaque fois, tu vois. Quand ma psy m'a dit... là, je me rends compte que t'as un QI au-dessus de la moyenne et que t'as sûrement un truc d'hyper-empathie. Viens, on fait des tests et comme ça, on essaie de comprendre un peu le truc. Je fais oui, d'accord, au revoir, adieu. Et je ne suis jamais revenu. Donc voilà, non, j'ai toujours fui un peu ces trucs-là. Peut-être que j'ai très peur de ça, en fait, je m'en remets beaucoup en question parce que j'ai très peur que ça m'arrive dans un coin de la gueule à un moment en mode ah, t'avais oublié tous ces problèmes-là, bah en fait, ils arrivent tous en même temps à 50 balais. Mais je me remets quand même beaucoup en question, donc j'ai l'impression que j'arrive à mettre quand même des mots sur tout ça et que ça va et que je vis de mieux en mieux la vie. Même si j'ai toujours kiffé la vie, hein, qu'on se le dise, j'ai toujours été hyper passionné, hyper excessif dans tout ce que je fais. J'ai toujours aimé, été hyper curieux des autres, etc. J'étais pas un enfant triste. Hein. Mais t'as tenté de te suicider. Oui, non, mais bien sûr. Après, oui. j'ai eu... Oui, non, mais c'est clair. C'est pas anodin, quoi. C'est marrant parce que tu nous dis tout à l'heure, enfin, tu nous disais que tu allais voir un psy, mais tu n'as pas précisé que c'est parce que tu avais vécu des moments aussi difficiles, quoi. Ouais, complètement. Le gars nous le dit au bout de 3/4 d'heure. Oui. C'est marrant. Hein, Il glisse ça comme ça. Oui, alors, ça, bon, passant. écoutez, voilà, c'est arrivé comme tout le monde. Oui. Parce que c'est vrai que c'est pas des choses que j'ai vécues comme un élément important, en fait. C'est marrant, alors que oui, en fait, oui. Et, je suis allé voir un psy. Enfin, des psys, même. Non, mais... Le mec est positif. C'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que... En fait, je crois que c'est beaucoup lié à la sensibilité aussi. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, des moments de joie, je les vivais vraiment de manière hyper cool. Et donc là, je kiffais la vie. Je me disais, mais c'est vraiment trop bien et tout. Mais en fait, la vie, elle est faite pour ça, tu vois. Des trucs tout con, tu vois. Mais que je me dis encore aujourd'hui, tu vois, je fais un apéro avec des potes quand je rentre sur Caen. Je me dis, mais tu sais, j'ai envie de chialer. Je suis à côté d'eux. Je me dis, putain, mais en fait, on est trop bien là. Tu vois, en fait, c'est exactement ça la vie. Et évidemment, quand il t'arrive un truc de merde, tu le vis aussi très fort. Donc ça, j'arrivais très peu à le gérer quand j'étais gamin. Et évidemment, quand socialement, j'avais quand même ce truc de vouloir être accepté, tu vois, des autres, de vouloir être un mec cool, tu vois, parce que même si je essayais pas de compenser de manière malsaine, j'essayais quand même de compenser ma taille, tu vois. Donc il y avait quand même ce truc-là qui était présent socialement. Mais évidemment, ces moments de rejet, je les ai hyper mal vécus quand j'étais gamin. Donc c'était surtout ça, en fait. C'était surtout lié au rejet des autres que je me disais, ok, en fait, si je suis rejeté des autres, je vais pas vivre seul, donc ça sert à rien de vivre, en fait. Donc en fait, c'est le harcèlement scolaire dont tu as été victime qui t'a poussé à ça. Et t'en as parlé... Enfin, est-ce que tes parents et, je sais pas, les adultes autour de toi étaient conscients que t'as essayé de te suicider parce qu'on te harcelait à l'école ?
C'est une bonne question. J'en ai jamais reparlé avec. Vous vous en doutez, j'en ai jamais parlé avec mon père, mais j'en ai jamais reparlé avec ma mère. Il y a un moment vraiment, je pense qu'il a vraiment choqué. J'en ai jamais reparlé avec elle, mais un moment où elle m'a vraiment, genre, elle est arrivée dans la chambre et j'étais vraiment genre au bord de la fenêtre et elle est arrivée au moment où j'allais sauter en fait. Ça, on n'en a jamais reparlé. C'est après que je suis allé voir une psy aussi et ça a été vraiment le moment où vraiment, qui était, je pense, le plus choquant pour tout le monde. Après, j'ai beaucoup parlé avec ma mère de tout ce qui m'arrivait à l'école, de tout ça. Je pense qu'elle a pas conscience que vers 7-8 ans, je me faisais vraiment frapper à l'école, que vraiment c'était hyper compliqué parce que je faisais le gars dur un peu, tu vois, et j'avais pas. J'ai beaucoup grandi dans la culpabilité de rajouter des problèmes à mes parents. Je sais pas pourquoi, parce qu'ils me l'ont jamais fait ressentir comme ça, je pense. Donc j'avais pas envie de rajouter des problèmes. Donc je me suis toujours dit, ok, ça, je peux le prendre sur moi, c'est pas très grave. Jusqu'au moment où évidemment, en fait, tu ne peux pas le prendre sur toi et que en fait, tes parents sont aussi là pour t'écouter et t'épauler. Donc c'est plus tard après qu'on en a discuté avec ma mère. Alors tes parents sont surtout là pour t'écouter, pour t'épauler. Je pense encore une fois, peut-être aux plus jeunes qui nous écoutent. Oui. Si vous êtes victime de harcèlement scolaire, parlez-en. C'est vraiment pas tout seul. Les premières personnes qu'il faut aller voir, quoi. Bien sûr, et c'est d'ailleurs tout ce qui m'est arrivé de bien, c'est grâce à mes parents, parce que c'est mes parents derrière qui ont fait les démarches pour mon traitement hormonal, c'est mes parents qui derrière m'ont fait aller voir un psy, c'est mes parents qui ont toujours été à l'écoute, c'est mes parents qui aussi m'ont dit arrête d'aller voir un psy quand ils voyaient que ça menait à rien et que au contraire ça s'empirait. C'est mes parents qui m'ont dit... Comment ça a empiré ? Y a eu un truc où en fait je me rendais compte de beaucoup de limites, c'est-à-dire que ce qui était un peu chiant, c'est que je décortiquais beaucoup ce que disaient les psys et donc je savais où ils voulaient m'emmener et donc en gros je niquais le game, tu vois. Donc c'était très chiant, donc ça servait à rien, c'était bien pour personne et je faisais exactement ça à l'école, donc les profs m'aimaient pas, j'étais pas le mec insolent, etc. Mais j'étais le mec qui remettait beaucoup de choses en question sur le système, sur des choses comme ça, et donc ça dérangeait vraiment beaucoup. Et jusqu'au jour où au lycée, j'ai redoublé ma seconde, je voyais plus aucun sens dans ma vie, etc. Et où en gros, le psy a trouvé une solution d'urgence qui était de dire à ma mère, je pense qu'il faut l'interner en fait. Là on va le mettre vraiment, on va l'enfermer dans une pièce et on va lui trouver des traitements. Et où moi je me suis dit, mais vous êtes malade en fait. C'est vous qui êtes malade. Tu vois. Et donc je me suis dit, ok, en fait ça veut dire que cette institution-là ne peut pas trouver des solutions et va en fait empirer mon cas alors que j'estimais pas avoir des soucis plus que ça en fait. Et donc c'est là que je suis parti à l'étranger, que j'ai découvert ce qu'était la vie dans un bidonville, que j'ai découvert des trucs qui m'ont ramené des valeurs en mode grosse claque, en mode ah ok yes, il y a d'autres réalités de vie et ok la vie est pas si fermée que ça, il y a des trucs cool à découvrir. Et que ça m'a aidé de ouf, tu vois, et que je suis jamais allé voir un psy après en fait, peut-être que j'ai fait un rejet aussi là-dessus en vrai. Peut-être que je me suis dit ok, si je vais voir un psy, il va me dire oui, vous êtes complètement taré, allez voici la porte, c'est fermé à clé, vous restez à vie. Mais ouais, j'ai plus eu l'impression que par mes expériences et en me sortant les doigts, j'ai toujours fait en sorte d'apprendre des choses sur moi en fait. Et que j'avais l'impression que tout ce qui m'a fait le plus avancer, c'est quand moi je me suis dit ok, je vais faire ça, et là je me sors du truc et je me bouge les fesses quoi. T'as fait ta thérapie tout seul au final. C'est ça. Alors avec les avantages et les inconvénients que ça a, c'est-à-dire que évidemment ça veut dire que j'ai très peu de recul sur moi, évidemment vu que c'est des choses que je vis, et en même temps j'avance aussi parce que je pense que de toute façon c'est mieux ça plutôt que d'aller voir un psy en attendant beaucoup de lui et très peu de soi. Là, j'attendais beaucoup de moi parce que je me disais que j'avais pas le choix en fait et que c'était à moi de trouver la solution du truc. Waouh. Si tu pouvais dire un truc au toi gamin qui est au bord de la fenêtre, tu lui dirais quoi ? Saute pas déjà. c'est débile ce que tu fais. Parce que déjà en fait l'étage est pas si haut que ça, donc tu vas juste finir tétraplégique. Ce sera pire. C'est hyper bateau, mais en fait, je lui dirais juste que là, en fait, t'es juste dans une période où t'es clairement sur la bonne voie, tout va très bien se passer, parce que tu te remets en question de ouf, et que oui, aujourd'hui, toutes les remises en question qui sont compliquées, parce que c'est la période où tu te construis, et où les autres se construisent aussi, donc c'est hyper compliqué, personne ne sait ce qu'il fait à ce moment-là. Même adulte déjà, on sait pas trop ce qu'on fait, mais enfant c'est pire, parce qu'on se cherche tous, donc on fait tous des erreurs très bizarres, etc. socialement, et avec nous-mêmes. Et pour autant, ce truc de, ok, peut-être
peut-être que t'es bizarre, peut-être que t'es vraiment, en tout cas tu te sens bizarre et t'es vraiment en dehors des aspirations des autres, des réalités des autres. Et ben en fait finalement ça tu vas rencontrer des gens plus tard où tu vas te rendre compte qu'en fait ils sont exactement comme toi et que vu que c'était hyper tabou ils l'ont juste pas dit quand ils étaient gamins et que on essaie tous de rentrer dans un moule, donc on essaie tous de paraître hyper normal et en fait c'est comme ça qu'on paraît tous bizarres. Mais que finalement en fait tu vas vivre des périodes où ça va être beaucoup plus facile avec ton corps, beaucoup plus facile avec les autres. Tu vas te poser beaucoup moins de questions, ou en tout cas tu vas te poser beaucoup de questions mais de manière plus saine parce que tu seras tu seras sur un socle plus solide et que bah en vrai tout va très bien se passer, tu vas rencontrer des gens trop cool et que en gros tout ce qui te paraît être bizarre chez toi aujourd'hui, c'est ce qui va faire que les gens vont te kiffer plus tard en fait. Ok. Je pense qu'on va conclure. Donc j'ai 2 questions pour conclure, probablement. Peut-être que tu les attends si tu as écouté. Je sais que tu as écouté les épisodes précédents. La première, c'est comment va ta bite ? Écoute, Tu la poses de but en blanc désormais. Bah soit ça vient dans la conversation. Okay. J'ai hésité tout à l'heure parce qu'on parlait de puberté, de taille et tout, mais après on a parlé d'autre chose. Ok, non, mais faire la meuf obsédée, tu sais, qui ne pense qu'à ça. Je note. Bah écoute, on s'est vu ce matin. J'ai pris quelques news. Ça va plutôt bien. J'ai pas de rapport bizarre avec ma bite en fait. Tout va bien. Je crois que je me suis jamais posé de questions spécifiques dessus. Tu t'es jamais demandé quel est le sens de la vie de ta bite, par exemple ? Non, voilà, exactement. J'avoue que j'ai jamais là-dessus, non. Autant voilà sur d'autres parties de mon corps, enfin type je suis trop petit, je suis trop maigre, etc. Oui. Autant là, non, je me suis jamais dit ah merde, peut-être qu'il y a un souci. Non, T'as jamais eu ce truc de comparaison Bon, alors tu faisais pas de sport collectif, donc tu as vu moins de tubs que Fab quand il faisait du basket, par Beaucoup exemple. de tubs. Mais grâce à la magie d'Internet, on peut voir beaucoup de tubs, même si elles ne sont pas forcément représentatives de la moyenne mondiale. Et du coup, tu t'es jamais comparé C'est ce que j'allais dire. Je crois que la plus grosse erreur de ma vie, ça a été de faire mon éducation sexuelle par le porno. Et c'est peut-être à ce moment-là, peut-être que je me suis dit, bah attends, j'ai peut-être une petite bite en fait. Tu voyais des trucs de porno où tu disais, ouais, mais les mecs, ils avaient des bites énormes et tout. Et tu disais, bah, c'est bizarre quand même. Donc peut-être juste dans ce sens-là, mais en fait, ça a été vraiment tout comme l'éducation par le porno, sur ce truc de performance, etc. A pu m'influencer un peu au début. J'ai su très vite me détacher de ce truc-là aussi. Donc je pense que ça m'a pas, ça m'a influencé de la mauvaise manière. Et j'aurais bien aimé en fait connaître le porno beaucoup plus tard en fait que pendant l'adolescence, mais ça m'a pas fait naître de complexe plus que ça derrière. Okay. Précisons que les gens dans le porno, les acteurs dans le porno ne sont pas sont castés pour avoir pour être ils particulièrement... sont en partie là parce qu'ils ont cette énorme bite qui est au-dessus de la moyenne nationale en général. Oui. Car le porno, ce n'est pas la vraie vie, voilà. Ce n'est pas de l'éducation sexuelle. Allez voir dans la description, il y aura un lien vers des articles sur l'éducation sexuelle qui sont mieux que du porn. C'est sympa le porn, mais c'est juste pas fait pour apprendre des choses de la vraie vie. Oui. Et donc ma dernière question, la question rituelle, est-ce que tu as une idée de mec réel ou fictif qui représente pour toi une masculinité positive ? Eh bah écoutez, je vais vous dire, je pense, une personne qu'on ne vous a jamais dit. J'ai beaucoup réfléchi à la question parce que je crois qu'en fait il y en a presque aucun. Vraiment, j'ai grandi avec très peu de rôle modèle là-dessus. Et je crois que le meilleur rôle modèle de mec que j'ai, c'est Bob l'éponge. What ? Quoi ? Qui d'ailleurs a eu des suspicions d'être gay derrière. Oui, c'est mais peut-être qu'il est gay parce qu'en fait c'est un mec qui, bon, c'est une éponge hein, mais on va dire que c'est un mec, d'accord. C'est Bob, gros, quoi. Ils l'ont présenté, il s'appelle Bob, ils l'ont présenté comme un mec, éponge mec. Et pour moi, c'est genre le mec qui est hyper sensible, vraiment qui prend des trucs hyper à cœur et tout, qui est trop drôle, parce que c'est vraiment le mec où socialement, bah, en fait, tout le monde, il est pote avec tout le monde l'aime bien, etc. Un mec qui se remet trop en question de ouf, et qui en même temps se pose très peu de questions sur lui et qui s'en fout un peu de son apparence, de ce qu'il est, etc. Ok. Peut-être que j'ai eu des vrais mecs mentors. Mais j'avoue qu'en fait, il n'y en a aucun qui m'a marqué au point de vraiment me le dire. Alors qu'en fait, en y réfléchissant bien, Bob l'éponge m'a vraiment marqué. Je pensais pas dire cette phrase un jour. J'adore cette réponse. J'aime trop les réponses qui sortent de nulle part. Quid de Patrick ?
Alors non, parce que Patrick, pour moi, il est beaucoup plus... c'est beaucoup plus un mec. C'est beaucoup plus le mec... déjà, regarde, compare les deux intérieurs. Bob l'éponge, il est à fond dans la déco, il vit dans un ananas stylé. Vraiment, il fait attention et tout à comment il a... Patrick, en fait, c'est un caillou. Il s'en fout. Il est dégueulasse, il se pose pas de questions sur lui, il parle très peu. Il fait un peu bête, tu vois. Il fait un peu, justement... mec qui s'en fout un peu, tu vois, de tout ça et qui s'en fout un peu de se poser des questions sur lui, de sa relation aux autres, etc. Donc non, Patrick l'est beaucoup moins. Team Bob l'éponge. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'on en pense de mettre comme titre? Mon mec de référence, c'est Bob l'éponge. J'aime pas spoiler, mais franchement, ce serait un bon titre. Bob l'éponge est mon mentor. J'en profite pour dire que Bob l'éponge est sur Netflix, que j'ai découvert il y a très peu de temps, et que du coup j'ai regardé pour la première fois le premier épisode de la saison 1 de Bob l'éponge. Et bah c'était un ride, hein. C'est vraiment... Mais c'est génial. Parce que je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais il est quand même insupportable aussi, il est très fatigant. Du coup, quand tu regardes 3-4 épisodes d'affilée et que tu n'as plus le cerveau d'un enfant de 8 ans dopé aux dessins animés qui vont très vite, c'est un peu genre... Oh, ok, je vais faire une pause Bob l'éponge. Trop de Bob l'éponge d'un coup. Mais moi, je sais que je peux être insup aussi, tu vois. Que je peux être difficile à suivre et insup par moment. Donc c'est pour ça que je me retrouve aussi... Alors pas au point de Bob l'éponge, hein, ça reste un dessin animé, on est d'accord, mais... C'est à peu près aussi un sup à regarder que Sense8, par exemple, tu vois. Allez, hop là, j'ai clashé Sense8. Mets un pouce bleu à la vidéo si tu penses que Fab a tort. Comme ça, on aura plein de pouces bleus. Oui. Parce que je sais que je suis peu à avoir cet avis sur Sense8. En vrai, je suis d'accord avec toi. C'est pas très bien. Merci beaucoup, Benji. Merci, Benji. Merci à vous. C'était trop bien. Heureusement que tout le monde m'a dit que je devrais t'inviter et heureusement que tout le monde t'a dit que tu devrais venir car c'était un super moment. Je suis très contente. Si vous n'êtes pas déçus, je ne suis pas déçu non plus et c'était très cool. Et allez voir ce que fait Benji sur Vous êtes vraiment sympa. C'est vachement bien. Et effectivement, en termes d'interview bienveillante, ça se pose là. Merci Fab et merci à toi qui as écouté cet épisode. Si tu es sur une plateforme de podcast de type iTunes, tu peux mettre 5 étoiles et un commentaire à The Boys Club, comme ça il y a plus de gens qui vont le découvrir et l'écouter et le monde sera un endroit plus beau. Et si tu es sur YouTube, tu peux t'abonner pour ne rater aucun épisode, ça sort un mercredi sur 2 et tu peux bien sûr mettre un pouce bleu, me dire en commentaire ce que tu as pensé de l'épisode, dire à Benji qu'il est BG, tout ira bien. Vous pouvez même écouter sur le podcast et venir commenter sur YouTube. Tout à fait. C'est trop bien. C'est trop bien. Tous les liens sont dans la description et on se retrouve dans 2 semaines. Bisous. Bye.